Voilà, bonsoir mesdames et messieurs. Merci d'être présents à ce grand rendez-vous sur la télévision Bonferré qui est aujourd'hui largement consacré aux assises des pays de l'AES ici à Niamey. Justement, les pays de l'AES ont lancé hier la confédération regroupant les trois pays. Ils ont signé les différents textes juridiques, ce qui, selon plusieurs observateurs, acte ainsi leur départ définitif de la CEDEAO. Les différents discours prononcés à l'ouverture de cette assemblée, de ces retrouvailles, en disent long sur cette intention. Balima Bourema. Le divorce entre les trois États de la Confédération Alliance des États du Sahel, AES, et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, est désormais après la déclaration commune du janvier dernier. Hier, lors de la cérémonie d'ouverture du premier sommet des chefs d'État de l'AES, les trois chefs d'État sont revenus sur la question à travers différentes accusations. Pour le président du Niger, certaines organisations, sans nommer la CEDEAO, sont influencées par des décisions venues d'ailleurs. Nos peuples ont irrévocablement tourné le dos à la CEDEAO. Il nous appartient aujourd'hui de faire la Confédération Alliance des États du Sahel, une alternative à tout regroupement régional factice en construisant une communauté souveraine des peuples, une communauté éloignée de la mainmise des puissances étrangères, une communauté de paix, de solidarité, de prospérité basée sur nos valeurs. Après la déclaration de septembre dernier portant création de l'OES, les trois pays ont mis en place la force conjointe, ce qui a permis, selon Assimi Goïta, de restaurer la sécurité dans plusieurs zones des trois pays. Trop souvent, les populations de nos États respectifs ont entendu prôner le principe de cette libre circulation sans qu'il ne soit une réalité vécue. Tant les tracasseries administratives et routières ont dévoyé cette ambition. D'ailleurs, je sais qu'avec mes frères, les présidents Tchani et Traoré, nous ne dirons bientôt plus les populations respectives de nos pays, mais plutôt nos populations AES. Le président du Faso, lui, est largement revenu sur la situation sécuritaire qui a conduit à la création de l'AES. Cette décision que nous avons eue hier est d'actualité aujourd'hui et sera d'actualité demain et pour toujours. Ainsi, naquit l'AES le 16 septembre 2023 dans une architecture de défense mutuelle. Mais nous avons jugé nécessaire de prolonger et d'agrandir donc l'architecture de l'AES. Ce qui nous rassemble aujourd'hui doit nous permettre d'aller sur d'autres terrains en plus de la défense, notamment les finances et l'économie, les infrastructures, la santé, l'éducation, bref, j'en passe. Dans la déclaration dite de Niamey, les trois pays ont promis de mettre en place des mécanismes en vue de leur développement sécuritaire, économique et social. Nous l'avons déjà dit, c'est un journal qui est largement consacré à cette retrouvaille au niveau de l'AES, la confédération de cette alliance des États du Sahel créée hier 6 juillet par les chefs des États du Niger, du Burkina Faso et du Mali, a été bien accueillie dans tout le Sahel parce que cette confédération a bien beaucoup d'avantages et c'est ce que nous allons découvrir avec l'analyste politique maison, Dr Bounti Diallo. Il est au micro de Reina Moussa. Les pays de l'Alliance des États du Sahel franchissent désormais une nouvelle étape vers une intégration plus large entre les États membres. Ils ont adopté ce 6 juillet le projet instituant une confédération entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali, dénommée Confédération Alliance des États du Sahel. Un acte que salue l'analyste Bounti Diallo. Les chefs d'État se sont engagés à créer cet ensemble-là. Il ne faut pas que les gens perdent de vue qu'hier, ils ont critiqué le système démocratique imposé par l'Occident. Ça veut dire organiser des élections pour ramener au pouvoir des hommes dévoués à la cause occidentale.
Je pense que pour que l'AES soit une réalité, il faudrait que ces militaires-là s'arrangent pour rester au pouvoir pendant au moins une dizaine d'années. Qu'il n'y ait plus d'élections à l'occidental, que ce soit peut-être des élections à la chinoise. On va peut-être avoir un pays, deux systèmes. On va rester dans le système libéral économique, mais au niveau du système démocratique, il faut verrouiller pour ne pas permettre le retour, en tout cas, de ceux qui ont vendu nos États aux pays occidentaux depuis une soixantaine d'années. Cela rejoint la lutte qu'a menée Nkrumah pour l'unité africaine. Ça rejoint sa doctrine, c'est-à-dire le panafricanisme. Maintenant, on va commencer par un ensemble de 3 États. Il est tout à fait possible, vous avez vu l'ouverture qui a été faite. Les 3 pays ouvrent donc la possibilité à d'autres de venir les rejoindre. Moi, je me dis qu'un pays comme le Togo peut être intéressé, mais il ne faut pas compter sur le Sénégal. Le Sénégal n'est pas dans la logique panafricaine. Le Sénégal est d'abord un pays axé, tourné, n'est-ce pas, principalement vers la France. L'élite intellectuelle sénégalaise n'est pas une élite panafricaine. Il faut peut-être compter sur le Togo, éventuellement peut-être la Mauritanie, peut-être même l'Algérie, ainsi de suite, pour voir, en tout cas, à l'avenir, ce qui va se passer. Dans les discours tenus hier par les 3 chefs d'État, le divorce est consommé entre les 2 entités. Même si, pour l'analyste Bounti Diallo, il peut y avoir des nuances. En fait, moi, à titre personnel, je vous le dis, la création de l'AES ne peut pas être en contradiction avec les objectifs de la CEDEAO. Mais, parce qu'à l'intérieur de la CEDEAO, vous avez des pays qui appartiennent aussi à d'autres organisations, telles que l'organisation du fleuve vers le Libéria, la Sierra Leone libérée. Donc, en réalité, ce n'est pas là le problème. C'est que tant que la CEDEAO ne change pas de paradigme pour se mettre au service uniquement des peuples de l'espace, il est quasiment impossible pour des chefs d'État qui ont dénoncé les travers de la CEDEAO d'y retourner. Moi, c'est comme ça que... Mais, fondamentalement, les 2 organisations peuvent exister, peuvent coexister. On peut appartenir à l'AES et être membre de la CEDEAO, il n'y a aucun problème. Maintenant, comme les chefs d'État ont décidé que c'est de manière irrévocable, maintenant nous attendons de voir. Mais moi, à titre personnel, je crois qu'on avait le Conseil de l'Entente, mais on avait aussi la CEDEAO. On avait l'autorité du Bitako-Gourma qui est en train d'être transformée en AES, mais on avait aussi la CEDEAO. Il n'y avait pas de contradiction. Mais maintenant, c'est le paradigme dans lequel la CEDEAO s'est située ou s'est fourrée qui fait qu'aujourd'hui, ces 3 chefs d'État-là ont décidé, avec l'appui de leur peuple, de quitter l'organisation de manière irrévocable. La création de la Confédération de l'Alliance des États membres de l'AES permettra à ces derniers de mutualiser leurs efforts dans le domaine sécuritaire, économique, alimentaire et énergétique. Elle est l'une des premières formes de regroupement jamais vécues. Voilà, restons toujours dans le registre de cette grande rencontre des États de l'AES ici à Niamey pour signaler que la session ordinaire du sommet des chefs d'État de la CEDEAO a aussi parlé de l'AES. Au centre donc des discussions figure le retrait envisagé par les États des pays de l'AES. Youssouf Aïdra nous en dit un peu plus. Le retrait annoncé des 3 pays de l'Alliance des États du Sahel AES, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger, est au centre des discussions au niveau de la session ordinaire du sommet des chefs d'État et du gouvernement de la CEDEAO, ouverte ce jour, 7 juillet 2024 à Abuja au Nigeria. Dans son allocution de bienvenue, le président de la commission de la CEDEAO, Omar Aliou Touré, a rappelé les conséquences qui peuvent découler du fait du retrait des pays de l'AES de la CEDEAO. Il est évident que la désintégration perturbera non seulement la liberté de mouvement et d'établissement des personnes, mais elle aggravera également l'insécurité dans la région. Plus spécifiquement, le retrait des 3 pays portera un coup dur à la coopération en matière de sécurité, notamment en termes de partage de renseignements et de participation à la lutte contre le terrorisme dans la sous-région et d'autres initiatives conjointes de sécurité telles que la mise en œuvre de la force régionale, en attente de la CEDEAO.
Outre ces conséquences citées, le retrait qui, selon Touré, serait un coup dur pour la CEDEAO aura des répercussions diplomatiques et économiques pour les 3 pays de l'AES. Le retrait des 3 pays pourrait également conduire à un isolement diplomatique et politique sur la scène internationale, dans la mesure où les pays ne pourront plus bénéficier d'un soutien de bloc en cas de candidature de leurs citoyens ou citoyennes à des postes internationaux au sein de l'Union africaine, des Nations Unies et d'organismes similaires. Sur le plan économique et financier, le retrait des 3 États membres pourrait entraîner l'arrêt ou la suspension de tous les projets et programmes mis en œuvre par la CEDEAO dans ces 3 pays et dont la valeur est estimée à plus de 500 millions de dollars américains. Le divorce entre la CEDEAO et les États de l'AES suppose également l'arrêt de l'utilisation du passeport et carte biométrique de la CEDEAO par l'AES. De même, il occasionnera la suspension de plusieurs emplois des ressortissants des États membres de l'AES, a alerté Omar Ali Touré, président de la commission de la CEDEAO. À la veille de l'ouverture de ce sommet des chefs d'État et gouvernement de la CEDEAO, s'est tenu à Niamey un sommet, cette fois-ci, des États de l'AES, la première d'ailleurs, qui a abouti à la création de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, actant officiellement le divorce d'avec la CEDEAO. Voilà, c'était là le sommet de la CEDEAO, une organisation que les États de l'AES ont décidé de quitter pour absence de perspective. Autre aspect de l'actualité nationale, l'armée américaine se retire définitivement de la base aérienne de Niamey aujourd'hui. L'armée allemande aussi a annoncé le retrait de ses troupes au plus tard, le 31 août 2024. Une décision qui a été prise à la suite du refus du Niger que le personnel allemand puisse bénéficier de leur immunité contre des poursuites judiciaires éventuelles. Le point, Oussena Assoumi. C'est ce dimanche 7 juillet en effet que l'armée américaine devrait achever le retrait de son personnel à la base aérienne 101 de Niamey et dans les prochaines semaines le démantèlement de la base de drone 102 d'Agadez. Quelques militaires ont été sommés de quitter le sol nigérien à la suite de la dénonciation de l'accord militaire avec Washington. Malgré les injonctions données aux troupes américaines et françaises de quitter le Niger à la suite de l'accord intérimaire conclu entre Berlin et Niamey, l'armée allemande aussi n'a pas l'intention de prolonger sa présence au Niger. Elle a annoncé ce samedi 6 juillet son départ imminent du Niger au plus tard le 31 août 2024 et c'est là après l'échec des négociations entre le Niger et l'Allemagne en vue de parvenir à un accord sur l'immunité juridique de ces soldats stationnés sur la base aérienne. Elle prévoit le retrait ordonné de ces soldats présents sur la base qui servait notamment à des opérations d'évacuation des ressortissants allemands en Afrique. Pourtant, un projet de construction d'un hôpital militaire de référence convenu d'un accord datant de mai passé entre les 2 pays a été conclu à condition que l'armée allemande continue à exploiter jusqu'en fin août la base de transport aérien de Niamey. Pour rappel, le retrait officiel des équipements et personnels américains avait débuté le 7 juin dernier. Si la France et les États-Unis ont procédé au retrait de leurs troupes pour des raisons politiques, l'Allemagne, elle, a décidé de retirer du Niger ses troupes pour des raisons diplomatiques. À ce jour, seule l'Italie dispose officiellement d'une base militaire au Niger. Voilà, autre registre au niveau de cette édition. Après la publication des résultats entrant dans le cadre des examens de cette fin d'année, les acteurs et promoteurs d'école ont réagi. Voici ce qu'ils disent au micro de Souleymane Ousmane.
Au lendemain de la proclamation des résultats provisoires des examens de fin d'année, la réaction des acteurs éducatifs ne s'est pas tardée. Ils ont diversement apprécié les différents résultats ainsi publiés. À notre niveau, c'est vraiment très appréciable. C'est vrai, de part et d'autre, les résultats ne sont pas les mêmes. Mais comme d'habitude, je veux dire que le secteur de l'enseignement privé, une fois de plus, a assuré qu'il a été à la hauteur, malgré les difficultés réelles de cette année. Vous savez que cette année, on a été vraiment extrêmement résilient, parce qu'on a choisi d'accompagner le CNSP à travers la compréhension avec le parent d'élève, à travers le mode de paiement, à travers l'attribution des bourses, etc., etc. Donc c'est une année qui nous a demandé beaucoup de sacrifices, mais avec un aboutissement heureux en termes de résultats. Ça a marché d'un point de vue organisation. Mais du point de vue résultat, je dois dire que nous sommes toujours restés dans l'insatisfaction par rapport aux résultats globaux. Ça, je parle, n'est-ce pas, de l'aspect général. Alors, un autre aspect, c'est de dire, tout simplement, ça nous réjouit parce que il y avait eu quand même des sujets qui reflètent les réalités des examens. Il n'y avait pas eu, n'est-ce pas, de fuite à l'examen. Et c'est pourquoi c'est ce que j'appelle l'examen propre. Les structures associatives et promoteurs d'écoles ont également donné leur point de vue sur la suppression prochaine du second groupe du baccalauréat session 2025. Je pense que ce n'est pas mauvais. Si notre réflexion était poussée jusqu'à voir qu'il y a possibilité, n'est-ce pas, de supprimer le second groupe, c'est parce que tout simplement, on a vu la pertinence de le faire. Et le faire comment? Parce que il faut en tenir compte aussi de ce qui a été proposé, n'est-ce pas, comme moyen. Peut-être ça pouvait aller. Et ça peut éviter, n'est-ce pas, plus de tracasseries. Ça pouvait aussi, n'est-ce pas, permettre aux jurys, n'est-ce pas, de pouvoir faire un travail de maître. Et également, ça pouvait aussi permettre aux étudiants d'être moins stressés. De manière générale, nous pouvons dire que si l'organisation de bac peut connaître beaucoup d'améliorations, ce serait une très bonne chose. Et il faut rappeler que l'État et les parents d'élèves, l'État pour le public, les parents d'élèves et pour le privé injectent beaucoup d'argent sur le cursus scolaire des enfants. Donc, qu'un enfant arrive en terminale, pour certains aléas, pour certains paramètres, échouer, franchement, ça n'a pas sa raison d'être et ce n'est pas bénéfique. Donc, l'État investit tellement d'argent qu'il est important de capitaliser cela et que ça puisse paraître au niveau des résultats. Et c'est pour cela que nous apprécions l'idée déjà de la suppression du second groupe pour le bac. Mais il faut que cela serve. Il faut que les épreuves qui seront proposées puissent tenir compte des candidats moyens. Globalement, selon l'avis de plusieurs observateurs et acteurs éducatifs, les différents résultats provisoires publiés des différents examens de fin d'année n'ont pas été reluisants, malgré la stabilité de l'année académique. Les différents résultats feront l'objet d'une communication en Conseil des ministres par les ministères en charge de l'éducation. Ensuite, seront publiés. Voilà, du sport. À présent, pour clore en beauté cette édition, l'association sportive des forces armées nigériennes, l'ASFAN, vainqueur de la Dame Coupe de football édition 2024, la 49e du genre, les protégés du technicien Abdul Fattah se sont imposés 1-0 cet après-midi face à l'Union sportive de la gendarmerie nationale au stade général Séné Kounché de Niamey. C'est le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen qui a remis le trophée au vainqueur de la Coupe, Abdelaziz Mahamadou Abdelaziz Jibrila.
C'est en présence du Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, des membres du gouvernement, membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP et d'un public venu nombreux pour la circonstance que le quatuor féminin de cette finale de la 49e édition de la Coupe nationale de football a donné le coup d'envoi. Une finale dominée de bout en bout par l'association sportive des forces armées nigériennes qui a fini par scorer vers la fin de la rencontre. Score final, 1-0 en faveur des protégés du technicien ghanéen Abdel Fattah sur ceux du technicien nigérien Haruna Doula. Dans ce match, on s'est créé beaucoup d'opportunités pour faire un but. Bon, c'est dans l'excès de précipitation encore. Je pense que cette année, on a beaucoup pêché dans l'efficacité à l'approche des buts. On peut dominer le match, on peut contenir l'adversaire, on se crée un maximum d'occasions qui difficilement n'arrivent pas à rentrer. Là, sur une balle arrêtée, nous on a eu 3 avant, qu'on n'a pas su bien exploiter. Lui, il l'a frappé direct, ça va dans la lucarne. Bon, je lui dis bravo, il a osé sur cette balle. Et ça lui permet d'arracher la coupe. Félicitations à l'ASFAN. Et nous, il faut aller encore travailler pour être à ce niveau déjà l'année prochaine. On avait espoir au moins d'arracher un titre parce qu'on a joué la finale de la Coupe nationale. Le championnat, oui. On a été un peu recalé par pratiquement les deux équipes, l'ASFAN et la Garde. On était un peu loin d'eux. Il y avait des possibilités pour y revenir, mais on a fait des matchs qui ne se devaient pas, des matchs nuls qui ne se devaient pas, quelques défaites qui leur ont permis de creuser le cas. Mais en Coupe nationale, on avait pratiquement tous les atouts pour aller la chercher. Et je pense que dans ce match, on avait l'opportunité d'y croire. Bon, la Coupe a choisi son camp. Les officiels de la rencontre ont reçu des mains des autorités leurs médailles et distinctions de la finale. L'Union sportive de la Gendarmerie nationale, USGN, finaliste, repart avec un chèque de 5 millions de francs CFA. Le vainqueur de la Dame Coupe édition 2024, ASFAN, remporte la coupe et une récompense de 20 millions de francs CFA. Il représentera aussi le Niger à la Coupe CAF 2024-2025 au même titre que l'AS Garde nationale du Niger, ASGNN, champion national qui défendra les couleurs du pays à la Champions League africaine. Voilà, un deuxième mot sur le sport avant de finir. La Fédération nigérienne d'aïkido a mis à profit ce week-end pour organiser un stage suivi de passage de grade à l'endroit de ses pratiquants. L'activité rentre dans le cadre du lancement officiel de la saison sportive de la Fédération nigérienne d'aïkido pour le compte de l'année 2024. Le stage s'est déroulé à la MJC Diado Sekou de Niamey. Précision avec Mohamed Alpha et Abdoulaye Seydou. Cette démonstration de force s'appelle Aikido, un art martial en forme de self-défense avec des techniques permettant de maîtriser les offensives de l'adversaire. C'est pour faire promouvoir cette discipline que la Fédération nigérienne d'Aikido a lancé les activités sportives 2024 ce samedi 6 juillet 2024 en organisant du stage et passage de grade à l'endroit des pratiquants. L'aïkido, c'est un art comme tous les arts. Sa spécificité, c'est qu'il n'est pas olympique. C'est un art défensif, très intéressant, en tout cas pour les enfants, les femmes et les plus âgés, parce qu'on apprend à se défendre, toujours dans l'harmonie, dans la symbiose. Le président a saisi l'occasion pour inviter les uns et les autres à s'intéresser davantage à cette discipline qui a besoin des moyens conséquents pour enseigner les principes fondamentaux d'aïkido aux apprenants. Le souhait le plus absolu de la fédération, c'est d'étendre l'art. Aujourd'hui, faute de moyens, nous avons beaucoup de combattants. Nous sollicitons vraiment l'ouverture de beaucoup de clubs. Et le club veut dire quoi? Veut dire la salle, veut dire les tatamis. Ce qui fait un petit défaut.
Ce qui fait que ça ralentit un peu nos élans. C'est vrai, les jeunes aiment bien faire l'aïkido, mais faute de place, vous avez vu aujourd'hui, nous avons fait plusieurs vagues. Nous avons commencé hier et on a continué aujourd'hui parce que problème d'espace, nous sommes obligés de... Donc nous sollicitons vraiment les moyens pour ouvrir les clubs et puis étendre l'aïkido. L'aïkido se porte bien dans la région de Maradi, a souligné le président de la Ligue régionale, et tous les Madarawa sont invités à pratiquer cette discipline. L'aïkido, comme à Niamey, à Maradi, il se porte bien parce que le club s'entraîne régulièrement et petit à petit, nous avons des adhérents jour et jour. Toutes les séances, nous faisons ces discours de la paix à travers nos pratiques d'aïkido. Donc j'invite les Maradawa et tous ceux qui m'écoutent à travers ces canaux de venir à l'aïkido et vous verrez si tous les Nigériens pratiquent l'aïkido. Je vous assure, il n'y aura pas de la guerre. L'aïkido contribue à développer les réflexes, la coordination, la force, la souplesse du corps, la confiance en soi, la sérénité et le bien-être. La Fédération nigérienne d'aïkido s'est engagée à faire rayonner cette discipline au Niger. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition consacrée dans une large mesure à cette grande rencontre des États de l'AES, ici même à Niamey, où la Confédération a été mise en place. Merci d'avoir suivi donc cette édition.